Mon frère jumeau et moi avons obtenu notre diplôme universitaire ensemble, mais mes parents n'ont payé que ses frais de scolarité. Ils le méritaient, et pas toi, m'ont-ils dit. Ils sont venus à notre remise de diplôme avec des sourires radieux, mais leurs visages sont devenus d'une pâleur fantomatique, lorsqu'ils ont entendu mon nom être appelé. Quand j'avais 17 ans, je me tenais dans notre couloir, et j'ai entendu mes parents parler dans la cuisine. Les frais de scolarité de Ryan s'élèvent à 30,000 $ par an, a dit mon père. Nous paierons les 4 années, plus sa chambre universitaire, ses repas, absolument tout. Et Liam, a demandé ma mère, avant de carrément éclater de rire. Oh, Liam s'en sortira très bien. Il a toujours été le plus intelligent. Il trouvera bien une solution. Ça lui forgera le caractère. Je suis retourné dans ma chambre, et je n'ai plus jamais dit un mot. 6 mois plus tard, ils ont conduit Ryan sur le campus, dans notre SUV rempli à ras-bord. Un mini réfrigérateur neuf, une télévision à écran plat, et du linge de lit de créateur. Une carte de crédit pour les urgences, fiston. Moi, j'ai pris un bus Greyhound, avec seulement 2 valises. J'ai trouvé une chambre pour 450 $ par mois. Elle sentait le moisi, et donnait directement sur un mur de briques. J'ai organisé mon emploi du temps pour avoir cours avant 14 heures, afin de pouvoir travailler le reste de la journée. Un travail à la bibliothèque jusqu'à 22 heures, payé 12 $ de l'heure. Ensuite, je marchais sur plus d'1 kilomètre jusqu'au Jerry's dîner, et je passais la serpillière jusqu'à 3 heures du matin. De retour chez moi à 3h30. Endormi à 4 heures. Le réveil sonnait à 6h45, chaque jour, sans la moindre exception. Le week-end, je nettoyais des immeubles de bureaux, en centre-ville. J'étudiais dans les bus, et pendant mes pauses au fast-food, quand il n'y avait pas de clients. L'Instagram de Ryan, c'était le spring break à Cancun, les soirées de gala des fraternités, et les matchs de football américain. Lorsqu'il m'a croisé sur le campus, une fois, il m'a dit « Mec, tu as l'air fatigué. Il faut vraiment que tu gères mieux ton temps. » En 2e année, j'ai attrapé la grippe. J'ai manqué de garde au travail. Les antibiotiques m'ont coûté 87 $. J'ai payé avec l'argent de mes courses, et j'ai mangé des biscuits salés pendant une semaine. C'est à ce moment-là que j'ai fini par appeler maman. « Salut mon chéri », a-t-elle répondu, avec le bruit de la vaisselle en arrière-plan. « Maman, je suis vraiment malade. Il me manque 300 $ pour payer l'université ce mois-ci. Je pourrais te rembourser dès que je prendrai des heures supplémentaires. » Le bruit de vaisselle s'est arrêté, laissant place à un silence de mort. Puis, sa voix est devenue glaciale. « Liam, nous payons pour les études de Ryan. C'était notre décision. Maman, s'il te plaît. Je cumule 2 emplois. Je dors à peine. Écoute-moi, m'a-t-elle coupé. Nous avons payé pour Ryan, parce qu'il le méritait. Mais pas toi. Tu es fort, Liam. Tu vas te débrouiller. Tu y arrives toujours. J'ai raccroché. Je me suis assis sur mon lit, dans cette chambre froide et humide. Quelque chose en moi ne s'est pas simplement brisé. C'est mort. Je ne leur ai plus jamais rien demandé. En 3e année, le professeur Albright m'a pris à part, après que j'ai brillamment réussi son examen d'une difficulté brutale. Tu as une mine affreuse, mon garçon. Où vas-tu tous les soirs? Je nettoie un fast-food, ai-je répondu doucement. Il m'a observé pendant un long moment. J'ai besoin d'un assistant de recherche, pour analyser les rapports d'entreprise du Fortune 500. 20 $ de l'heure. Ça t'intéresse? J'ai failli pleurer sur place. Oui, monsieur. Absolument. Il est devenu bien plus qu'un simple patron. Il m'a vraiment vu, pour ce que j'étais. Au printemps de ma dernière année, il a fait glisser une brochure sur son bureau. Bourse nationale Benjamin Ford. Seulement 5 étudiants dans tout le pays. Les lauréats ont la garantie d'obtenir un emploi chez Ford et Levin, à New York. Tu devrais postuler. J'ai passé un mois entier sur cette candidature. Je n'en ai parlé à personne. Quand maman appelait pour prendre de mes nouvelles, chaque semaine, elle s'extasiait sur les entretiens d'embauche de Ryan, et sur les collectes de fonds de sa fraternité. Et toi, Liam, demandait-elle, toujours comme une réflexion après coup. Je ne fais qu'étudier, maman.
L'email est arrivé un mardi matin. Je l'ai lu 3 fois, avant de réaliser ce qui m'arrivait. J'avais vraiment gagné. Ce soir-là, j'ai appelé à la maison. Liam, a crié ma mère, avant même que je puisse parler. Ryan a reçu une offre d'emploi incroyable. Nous l'emmenons fêter ça ce week-end. C'est super pour lui, ai-je dit. La remise des diplômes est le mois prochain. Vous venez toujours, n'est-ce pas? Je ne manquerai pour rien au monde de voir mon garçon traverser cette scène. Mon garçon. Au singulier. Ils remettent les prix aux étudiants au début de la cérémonie, ai-je ajouté avec désinvolture. Vous voudrez peut-être arriver un peu en avance. Oh, c'est gentil, chérie. Tant qu'on a une bonne place pour Ryan. C'est ça qui compte. J'ai souri, seul dans mon appartement vide. Il n'en avait absolument aucune idée. Mon nom a résonné pour la bourse nationale Benjamin Ford, et j'ai vu mes parents se figer. Après la cérémonie, le professeur Albright m'a remis une enveloppe scellée. Lis ceci, avant de leur parler. L'écriture était celle de ma grand-mère. Elle était décédée 2 ans plus tôt. La lettre était datée de 3 semaines avant sa mort. Liam, si tu lis ceci, cela signifie que je peux enfin te dire la vérité. Ma grand-mère avait laissé une somme d'argent égale, pour Ryan et pour moi, afin de payer nos études. Mais mes parents lui avaient dit que j'avais obtenu une bourse complète, et que je n'en avais pas besoin, alors elle a tout ajouté au fonds de Ryan, à la place. Ils avaient menti à une femme mourante, pour voler mon héritage. J'ai levé les yeux, et j'ai vu mes parents marcher vers moi avec des sourires d'excuses, n'ayant aucune idée que cette lettre existait. Ensuite, le professeur Albright m'a dit qui d'autre était au courant, et ce qu'il prévoyait de faire, et mes mains ont commencé à trembler. Je suis resté là, sous la tente, avec l'enveloppe toujours ouverte dans ma main. Le papier paraissait si fin, comme s'il allait se déchirer si je le serrais trop fort. Le professeur Albright s'est penché plus près de moi, pour que personne d'autre ne puisse entendre par-dessus le bruit de la foule. Il y avait des familles partout, prenant des photos, se serrant dans les bras, et riant. Ta grand-mère m'a envoyé cette lettre il y a 2 ans, a-t-il dit doucement. Elle m'a retrouvé par elle-même. Elle a trouvé mon nom dans le journal de l'école que tu lui avais envoyé. Tu ne te souviens probablement même pas de l'avoir fait, mais tu l'as fait. Lors de ta première année, tu lui as écrit pour lui annoncer que tu étais sur la liste d'honneur du doyen. Je ne m'en souvenais pas. Honnêtement, je me souvenais à peine d'avoir écrit à grand-mère Ruth, pendant mes années de fac. J'étais toujours trop fatigué, trop occupé, et trop débordé. Elle était en soins palliatifs, a poursuivi Albright. Et elle voulait que quelqu'un sache ce que tes parents lui avaient dit. Quelqu'un d'extérieur à la famille, juste au cas où. J'ai baissé les yeux sur la lettre, à nouveau. L'écriture était tremblante, mais appliquée. Le genre d'écriture qu'on a quand ses mains ne fonctionnent plus très bien, mais qu'on a quelque chose d'important à dire. Grand-mère Ruth avait tout consigné. Comment mes parents étaient venus lui rendre visite, dans cette chambre de soins palliatifs. Comment il lui avait demandé de l'aide, pour les frais d'université. Comment elle avait spécifiquement posé des questions sur nous deux, sur ses 2 petits-fils. Elle les a crus. Pourquoi ne l'aurait-elle pas fait? Ils étaient son fils et sa belle-fille. Ils étaient assis à son chevet, pendant qu'elle se mourait. Alors, elle a réécrit son testament, là, sur place, avec une infirmière en soins palliatifs comme témoin, redirigeant l'intégralité de ma part, soit 48,000 $, vers le fonds d'études de Ryan. La totalité. Chaque dollar qu'elle avait mis de côté pour moi. Et tout en bas de la lettre, d'une écriture encore plus tremblante, elle avait ajouté, si je me suis trompé au sujet de la bourse de Liam, si on m'a menti, je laisse une copie de cette lettre à une personne en qui Liam a confiance, juste au cas où. J'espère me tromper, mais si ce n'est pas le cas, je veux qu'il connaisse la vérité. Elle m'a envoyé ça par la poste, 3 semaines avant de mourir, a déclaré Albright. Sa voix était posée, mais je pouvais voir quelque chose de dur dans son regard. Je l'ai gardé dans le coffre-fort de mon bureau, depuis ce jour. Je ne savais pas si tu en aurais besoin un jour. J'espérais que non, mais elle savait, Liam. D'une manière ou d'une autre, elle le savait. J'ai plié la lettre soigneusement, et je l'ai glissée dans la poche de ma veste. Mes mains tremblaient encore. Je pouvais maintenant voir mes parents, de l'autre côté de la pelouse,
se faufilant parmi la foule des diplômés et des familles. Ma mère avait sorti son téléphone, se préparant probablement à prendre des photos. Mon père souriait, de ce même sourire facile qu'il affichait toujours lors des événements familiaux. Il n'avait aucune idée de ce que je tenais dans ma main, ni de ce qui était sur le point de se passer. Ils m'ont rejoint avant Ryan. Ma mère m'a attrapé le bras, et m'a attiré vers elle pour me serrer dans ses bras. Le genre d'étreinte que nous ne faisions jamais dans la vraie vie, mais toujours en public. Oh, mon chéri, c'était tout simplement magnifique, a-t-elle dit, d'une voix enjouée et forte. Tellement de noms. J'ai honnêtement perdu le fil. Ça n'en finissait pas, a-t-elle ri, comme si c'était drôle. Mon père m'a tapé sur l'épaule, d'un geste ferme et paternel. Superbe cérémonie. Vraiment superbe. Ryan était très élégant, là-haut, n'est-ce pas? Cette cravate bleue était parfaite. Aucun d'eux n'a mentionné l'appel de mon nom. Aucun d'eux n'a demandé ce qu'était la bourse nationale Benjamin Ford. Aucun d'eux n'a demandé ce que cela signifiait, ce que j'avais gagné, ni ce qui m'attendait le lundi matin, en commençant mon nouveau travail à New York. Nous avons réservé pour le dîner, a déclaré ma mère, en s'accrochant toujours à mon bras, comme si j'allais disparaître si elle me lâchait. Ce restaurant italien que Ryan adore. Tu sais lequel, celui avec les graissins. Nous pourrons tous célébrer ça ensemble, en famille. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Elle n'en avait aucune idée. Absolument aucune. Et honnêtement, c'était presque drôle. J'ai simplement hoché la tête. Bien sûr, ça me va. Ryan a fini par nous rattraper, tout sourire, sa toche de diplômé déboutonnée, et tombant sur une épaule. Il tenait son téléphone d'une main, probablement en plein milieu de la rédaction d'un texto. Voilà mon frère, a-t-il dit, en me tapant dans le dos. On l'a fait, mec. On a vraiment réussi. Ouais, ai-je répondu. On l'a fait. Au dîner, Ryan s'est assis en bout de table. Mon père lui a littéralement tiré la chaise. Le serveur s'est approché, et Ryan a commandé une entrée pour toute la table, sans demander l'avis de personne, une sorte de plat de calamar. Et puis, il s'est lancé dans tout un discours sur son nouveau travail, une start-up technologique à Austin, 65,000 $ de salaire de départ, une prime à la signature, des parts dans l'entreprise, une voiture de fonction, des congés payés illimités, la totale. Mon père buvait chacune de ces paroles. Il a levé son verre à 3 reprises, pendant le repas. À Ryan. Au nouveau départ. À mon fils, le professionnel. À chaque fois, il regardait Ryan droit dans les yeux. À chaque fois, j'étais juste là, en périphérie. J'étais assis là, avec mon verre d'eau. Je n'ai même pas commandé de boisson. Et j'ai pris les pâtes les moins chères du menu, des penne à la sauce marinara à 11 $. Je les avais choisies par habitude. 4 années à scruter les menus, pour trouver le chiffre le plus bas. 4 années à commander de l'eau, à sauter les entrées, et à ne jamais prendre de dessert. Ma mère a jeté un œil vers moi, une fois, à la moitié du repas. Liam, tu es si silencieux ce soir. Tout va bien? Ouais, ai-je dit, juste fatigué. Il faut vraiment que tu gères mieux ton énergie, a lancé Ryan, sans même lever les yeux de son téléphone. Il faisait défiler quelque chose, probablement Instagram. Je me sentais comme ça en 2e année, complètement vidé, tu vois. Mais ensuite, j'ai commencé à aller à la salle de sport à 6 heures du matin, et ça a tout changé. Tu devrais essayer. Tu allais à la salle de sport à 6 heures du matin, parce que tu n'avais pas à passer la serpillière dans un fast-food jusqu'à 3 heures, ai-je pensé. Mais je ne l'ai pas dit. J'ai juste hoché la tête, et j'ai pris une autre bouchée de pâtes. À un moment donné, mon père a établi un contact visuel direct avec moi, de l'autre côté de la table, l'espace d'une seconde. Et j'ai cru qu'il allait dire quelque chose. Me poser des questions sur la bourse. Me parler de New York. Me demander littéralement n'importe quoi. Mais ensuite, il s'est retourné vers Ryan en plein milieu de sa phrase, comme pour achever un mouvement. Comme si je n'avais été qu'une brève interruption dans son champ de vision. Vers la fin du repas, ma mère a suggéré que je contacte l'entreprise de Ryan, pour voir s'ils embauchaient. Vous pourriez être dans la même ville tous les deux, a-t-elle dit joyeusement. Ne serait-ce pas amusant? Vous pourriez veiller l'un sur l'autre.
Ryan n'a même pas répondu à ça. Il était trop occupé à discuter avec mon père, des conditions du bail de son nouvel appartement. J'ai terminé mes pâtes, j'ai laissé de l'argent liquide sur la table pour ma part, et je suis rentré chez moi. La semaine suivante, j'ai tout rassemblé. Absolument tous les reçus que j'avais gardés pendant 4 ans. J'en avais une boîte à chaussures pleine, sous mon lit. Des relevés bancaires remontant à ma première année. Le contrat de location de la chambre qui sentait le moisi, signé d'une écriture tremblante, parce que j'avais 17 ans et que j'étais terrifié. Les fiches de paie de la bibliothèque. Les fiches de paie du Géry dîner, tachées de graisse et pliées. Les fiches de paie du travail de nettoyage de bureau, le week-end. J'ai même retrouvé le reçu froissé des antibiotiques. 87 $, payé dans une pharmacie CVS, à 23h43 un mardi, pendant la semaine des biscuits salés. J'ai constitué un dossier très épais. Je n'ai pas trop réfléchi à la raison pour laquelle je le faisais. Je l'ai simplement fait. Ensuite, j'ai appelé l'avocate que Albright m'avait recommandée. Elle s'appelait Janet Carrel. Elle travaillait dans un petit bureau, à 2 pâtés de maison du campus. Le genre d'endroit avec des meubles démodés, et une secrétaire qui avait l'air d'être là depuis 1987. Mais Albright m'avait dit qu'elle était redoutable. Elle ne paie pas de mine, m'avait-il dit, mais c'est une tueuse au tribunal. Je l'ai rencontrée un samedi matin. J'ai apporté le dossier, j'ai apporté la lettre, j'ai tout étalé sur son bureau, et je me suis assis là, sans rien dire. Janet a lu la lettre 2 fois, lentement. Puis, elle a levé les yeux vers moi. Votre grand-mère a spécifiquement demandé à vos parents si vous aviez tous les 2 besoin d'aide, pour l'université. C'est ce qu'elle a écrit. Et ils lui ont dit en face, alors qu'elle était mourante, que vous aviez une bourse complète. Oui. Janet a posé la lettre, et a tapoté son stylo sur le bureau. Elle avait cette expression sur le visage, comme si elle faisait des calculs dans sa tête. C'est de la fraude, a-t-elle déclaré froidement. Fausse déclaration à une personne décédée, entraînant un enrichissement sans cause. Vos parents ont menti, pour obtenir un avantage financier auquel ils n'avaient pas droit. Et votre frère a reçu cet avantage. Que dois-je faire, ai-je demandé. Elle s'est adossée à sa chaise. Nous déposons une plainte au civil. Pour fausse déclaration frauduleuse. Nous réclamons les 48,000 $ qu'ils ont détournés vers votre frère, plus des dommages et intérêts justifiés, pour les difficultés financières que vous avez subies en conséquence directe de leurs mensonges. Nous citons cette lettre comme preuve d'intention, avec la corroboration d'un tiers. Elle a fait une pause. Et nous verrons s'ils veulent trouver un accord, ou s'ils veulent se battre. Et s'ils se battent? Alors nous irons au tribunal, a-t-elle dit simplement. Et honnêtement, nous gagnerons. Cette lettre vaut de l'or. Un témoin tiers, daté, signé. Votre grand-mère a explicitement écrit qu'elle la laissait à quelqu'un, au cas où on lui aurait menti. Cela démontre l'intention, et la conscience de la situation. N'importe quel juge un tant soit peu compétent verra les choses telles qu'elles sont. Je suis resté assis là, pendant 1 minute, à réfléchir. Puis, j'ai hoché la tête. D'accord, faites-le. Encore une chose, a ajouté Janet. Elle a sorti un bloc-notes juridique, et a cliqué sur son stylo. Avant que nous déposions la plainte, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Appelez votre frère. Ne lui parlez pas du procès. Demandez-lui simplement, l'air de rien, s'il savait d'où venait l'argent pour ses études. Voyez ce qu'il répond. Pourquoi? Parce que s'il savait, même en partie, que l'argent venait de votre grand-mère, et que vous étiez censé en recevoir la moitié, c'est une preuve supplémentaire. Cela montre qu'il était au courant. Ça rend le dossier plus solide. Alors, je l'ai fait. Ce soir-là, j'ai appelé Ryan. J'ai gardé un ton léger, au début. Je lui ai demandé comment se passait la recherche d'appartement, s'il avait déjà commencé à faire ses cartons. Ensuite, j'ai glissé la question, le plus naturellement du monde. Et, question au hasard. Savais-tu que grand-mère Ruth avait aidé à payer la fac? Il a marqué une pause. Pas une petite pause normale, mais une longue pause. Le genre de pause que font les gens, quand ils décident de ce qu'ils vont dire. Puis, je croyais que c'était juste des économies. Tu sais, les économies de papa et maman.
Je n'ai pas vraiment demandé d'où ça venait. D'accord, ai-je répondu. Ok, je me posais juste la question. Pourquoi, a-t-il demandé. Sa voix était maintenant sur la défensive. Pour rien. Je pensais juste à elle, dernièrement. D'accord. Il n'avait pas l'air convaincu. Ben, ouais. Je crois qu'ils ont mentionné qu'elle avait aidé ou un truc du genre, mais je ne me souviens pas vraiment des détails. Cool. Merci, mec. J'ai raccroché. Cette pause m'a tout dit. Il savait. Peut-être pas toute l'histoire. Peut-être pas le mensonge en entier, mais il en savait une partie. Il savait que grand-mère Ruth était impliquée, et il ne m'en avait jamais parlé. J'ai rappelé Janet, et je le lui ai dit. Parfait, a-t-elle répondu. 3 jours plus tard, ma mère a appelé. J'étais en train de faire mes cartons, ou du moins de faire semblant, quand mon téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Sa voix était différente, dès le premier mot. Prudente, comme si elle marchait sur des œufs. Salut, mon chéri. J'appelle juste pour prendre des nouvelles. Comment ça se passe? Tu dois te préparer pour le grand déménagement, non? Ouais, ai-je dit, je fais mes cartons. Elle n'avait jamais dit ça auparavant. Pas une seule fois en 4 ans. Nous parlions justement de toi hier soir, a-t-elle continué. Et de grand-mère Ruth. En fait, elle me manque beaucoup ces derniers temps, je pense souvent à elle. Ça fait 2 ans, mais la blessure est toujours fraîche, tu sais. Je n'ai rien dit. As-tu eu des nouvelles de quelqu'un de ce côté de la famille, récemment, a-t-elle demandé. Sa voix était si prudente, c'en était presque douloureux. Jean, je ne sais pas. Des cousins, oncle Jim, n'importe qui. C'est trop spécifique, trop nerveux. Elle savait quelque chose, ou se doutait de quelque chose. Non, ai-je répondu. Pourquoi? Oh, pour rien. Je me demandais juste. Tu sais comment sont les familles. Les gens perdent contact. Ouais. Il y a eu un long silence. Puis, elle a dit, bon, d'accord. Je te laisse retourner à tes cartons. Je t'aime, mon chéri. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté là, tenant mon téléphone, fixant l'écran. Puis j'ai appelé Janet. Ils savent, lui ai-je dit. Tant mieux, a-t-elle répondu. Laissez-les transpirer. La mise en demeure officielle a été envoyée par courrier recommandé, le lundi suivant. Janet l'avait rédigée elle-même. C'était net, direct, et absolument brutal. Une plainte au civil, invoquant une fausse déclaration frauduleuse à l'encontre de Ruth Callahan, décédée, entraînant un enrichissement sans cause de 48,000 $, plus 4 années de dommages financiers prouvés, incluant la perte de revenus, les préjudices physiques et émotionnels, et les difficultés éducatives. Elle y avait joint des copies de la lettre, les dossiers préliminaires d'homologation du testament, et un résumé partiel de mes horaires de travail et de mes fiches de paie. Mon père a commencé à appeler le jour même, 4 fois en 2 heures. Je n'ai pas répondu. Ma mère m'a envoyé un SMS, vers l'heure du dîner. Liam, c'est une affaire de famille. S'il te plaît, appelle-nous. Nous devons en parler. Je l'ai laissé en lu. Ryan m'a envoyé un SMS 1 heure plus tard. C'est quoi ce bordel? Papa vient de m'appeler en panique. Appelle-moi. Je n'ai pas répondu à ça non plus. Samedi matin, ils ont débarqué à mon appartement. J'ai entendu frapper, et j'ai su que c'était eux, avant même de regarder par le Judas. J'ai pensé à ne pas répondre. J'ai pensé à les laisser poireauter dehors, mais j'ai ouvert la porte. Mon père portait un polo et un pantalon kaki. Les yeux de ma mère étaient déjà rouges et gonflés. Il semblait plus petit dans mes souvenirs, plus vieux. Les cheveux de mon père étaient plus gris. Les mains de ma mère tremblaient. Liam, a dit mon père. Sa voix était contrôlée, mais je pouvais l'entendre trembler, en dessous. Nous devons parler de ça, tout de suite. D'accord, ai-je dit. Je n'ai pas bougé de l'encadrement de la porte. Je ne les ai pas invités à entrer. C'est un malentendu, a-t-il dit, ces mots s'enchaînant plus vite maintenant. Un malentendu total.
grand-mère Ruth voulait donner plus d'argent à Ryan. Elle l'a proposé. Nous n'avons rien forcé. Elle a pris cette décision elle-même. D'accord, ai-je répondu. Ce procès est de la folie, Liam. Tu parles de quelque chose qui s'est passé il y a 4 ans. Tu ne peux pas simplement. Pourquoi lui avez-vous dit que j'avais une bourse, ai-je demandé. Il s'est tu. Sa bouche était toujours ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Ma mère s'est mise à pleurer. De vraies larmes. Le genre de pleurs horribles. Liam, je t'en prie. S'il te plaît. Tu ne comprends pas ce que ça va provoquer. Ça va détruire notre famille. Le travail de ton père, la maison, tout. Nous pourrions tout perdre. Tu ne peux pas nous faire ça. Pourquoi lui avez-vous dit que j'avais une bourse, ai-je répété. Elle a baissé les yeux vers le sol. Mon père a réessayé. Nous pensions. Nous pensions que tu t'en sortirais bien. Tu as toujours été tellement indépendant, Liam. Tellement intelligent. Nous savions que tu trouverais une solution. Et tu l'as fait. Regarde-toi. Tu as obtenu ton diplôme. Tu as décroché la bourse Ford. Tu pars à New York. Tu as tout réussi par toi-même. Parce que je n'avais pas le choix. Parce que tu en étais capable, a-t-il rétorqué. Ryan avait besoin de plus d'aide. Il n'est pas aussi. Il est différent de toi. Nous avons dû faire un choix. Vous n'étiez pas obligé de mentir à grand-mère Ruth, ai-je dit doucement. Ma mère a sangloté. Elle était mourante, Liam. Elle était mourante, et nous essayions de rendre les choses plus faciles. Nous essayions d'aider. Nous ne pensions pas, vous ne pensiez pas que je le découvrirais, ai-je terminé. Aucun d'eux n'a rien dit. Vous devriez partir, ai-je dit. Le visage de mon père s'est durci. Si tu vas jusqu'au bout de cette histoire, Liam, tu détruis cette famille. Tu le comprends? Tu nous déchires pour de l'argent. Non, ai-je répondu, c'est vous qui avez fait ça, il y a 4 ans. J'ai fermé la porte. Ryan a appelé ce soir-là. Il n'a pas dit bonjour, il a commencé à parler à la seconde où j'ai décroché. Qu'est-ce que tu fabriques, Liam? Sérieusement, c'est quoi ce bordel? Je fais ce que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Tu poursuis papa et maman, nos parents, pour un truc qui s'est passé quand on était adolescent. Ils ont menti à grand-mère Ruth, pour pouvoir voler mon héritage, et te le donner à toi, ai-je répondu. Voler? Bon sang, Liam, écoute-toi parler. Ils ont pris une décision de parents. Ils ont réparti les ressources de la famille. Ce n'est pas de la fraude. C'est juste la vie. Et maintenant, tu essaies de les détruire pour ça. Ils ont dit à une femme mourante que j'avais une bourse d'études complète, pour qu'elle te donne tout l'argent. Ryan est resté silencieux une seconde. Alors tu ne sais pas que c'est ce qui s'est passé. J'ai une lettre qui dit exactement cela. Une lettre de grand-mère Ruth. Elle était sous morphine la moitié du temps, Liam. Elle ne savait probablement même pas, arrête, ai-je coupé. Ma voix est sortie plus dure que je ne le voulais. Ne fais pas ça. Ne lui manque pas de respect comme ça. Je ne manque de respect à personne. Je suis réaliste. Tu vas leur faire perdre la maison, Liam. Tu en es conscient, n'est-ce pas? Tu vas leur faire tout perdre, à cause de ta rancune. Ce n'est pas de la rancune. Alors c'est quoi? C'est la vérité. Il a ri. Il a vraiment ri. La vérité, c'est ça? La vérité, c'est que tu as la haine parce que tu as dû travailler plus dur que moi. Et au lieu de simplement passer à autre chose comme une personne normale, tu es en train de tout brûler. J'ai utilisé cet argent, a ajouté Ryan, la voix de plus en plus forte. Je l'ai utilisé pour mes frais de scolarité. Il n'y en a plus. Ça a payé mes études. Tu ne peux pas revenir 4 ans plus tard, et me le réclamer de force. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Je sais, ai-je dit. Il s'est tu. Tu sais? Je sais que tu l'as utilisé. C'est exactement ça, le problème. Tu as utilisé de l'argent qui devait être à moi. De l'argent que grand-mère Ruth avait mis de côté pour nous deux. Et papa et maman ont menti, pour que tu puisses tout garder. Tu vas gâcher leur vie pour ça. Ouais, ai-je dit doucement. Je sais.
Il a raccroché. Janet m'a appelé la semaine suivante. J'étais au milieu d'un service au fast-food, ma dernière semaine là-bas. Finalement, quand mon téléphone a vibré, je suis sorti dans la ruelle pour prendre l'appel. Les choses bougent, m'a-t-elle annoncé. Leur avocat a déposé une réponse, et ils contestent. Ils affirment que la décision de votre grand-mère était totalement volontaire, qu'il n'y a eu aucune fausse déclaration, et que la lettre est une preuve insuffisante, parce qu'elle est manuscrite, sans témoin, et ne représente qu'une seule version de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont se battre. Leur avocat avance aussi un argument secondaire, une attaque sur votre personnalité. Il prétend que vous êtes éloigné de votre famille depuis des années, que vous avez coupé les ponts, et que vous utilisez maintenant la lettre d'une femme décédée, comme moyen de pression dans ce qui n'est, au fond, qu'une dispute familiale. Ce n'est pas, je sais, a dit Janet. C'est une stratégie de défense classique. Ils essaient de vous faire passer pour quelqu'un de vindicatif. Le fil en rupture de ban, qui a des comptes à régler. Ne le prenez pas personnellement. Ce sont juste des manœuvres juridiques. Et pour la lettre? La lettre est solide, Liam. Manuscrite ne veut pas dire invalide. Elle est datée. Elle est signée. Elle est corroborée par un témoin tiers crédible, le professeur Albright. Et elle contredit directement leur version des faits. Nous sommes en très bonne position. D'accord. Il y a encore une chose, a ajouté Janet. Ils ont fait une première offre de règlement à l'amiable. Combien? 15,000 $. J'ai vraiment ri. J'étais debout dans la ruelle d'un fast-food, à 22h30, et j'ai ri. 15. Je leur ai dit non, mais je voulais que vous l'entendiez. Je voulais que vous sachiez à combien ils estiment la valeur de tout ça. Ouais, ai-je dit. Merci. Nous allons continuer d'avancer. J'ai raccroché, et je suis retourné à l'intérieur. J'ai terminé mon service, j'ai passé la serpillière, et je suis rentré chez moi dans le noir, comme je l'avais fait des milliers de fois auparavant. Une semaine plus tard, Janet a rappelé. Cette fois, sa voix était différente, plus vive, presque excitée. Liam, nous avons trouvé quelque chose. Quoi? J'ai récupéré l'intégralité des dossiers d'homologation de la succession de votre grand-mère, pas seulement le testament. Tout. Tous les comptes associés, les transferts, tout ce qui est passé par le tribunal des successions. D'accord. Il y a un compte d'épargne qui ne figurait pas dans la répartition principale du testament. Un compte séparé, que votre grand-mère gardait dans une coopérative de crédit. Il était spécifiquement étiqueté pour mes petits-fils. 11,2 cents, destiné à être partagé à parts égales, entre vous et Ryan, à son décès. Mon estomac s'est noué. D'accord. Ce compte a été fermé, 6 semaines après la mort de votre grand-mère. La totalité du solde a été retirée en une seule transaction. Par qui? Votre père. Il avait procuration sur sa succession. Il était l'exécuteur testamentaire. Il a fermé le compte, a retiré les fonds, et selon les dossiers, rien de tout cela ne vous a jamais été distribué. J'ai dû m'asseoir. J'étais debout dans mon appartement, et j'ai littéralement dû m'asseoir par terre. Ils ont pris ça, aussi, ai-je demandé. Ils ont pris ça, aussi. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Je suis juste resté assis là, sur le sol de mon appartement, le téléphone collé à l'oreille, à fixer le mur. Liam? La voix de Janet était douce, à présent. Vous êtes toujours là. Ouais. Nous allons modifier la plainte. C'est distinct du testament. Il s'agit d'un compte direct qui vous était destiné, et ils l'ont pris. C'est documenté. C'est propre. Ça change tout. Faites-le, ai-je dit. Je suis déjà en train de le rédiger. Quand la plainte modifiée a été envoyée, tout a basculé. Janet l'a déposée un jeudi. Le vendredi après-midi, l'avocat de mes parents avait déjà appelé son bureau à 2 reprises. La preuve du retrait du compte d'épargne, une chose qu'ils ignoraient manifestement que nous pourrions trouver, avait fait voler leur défense en éclats. Leur avocat est revenu le lundi matin, avec une nouvelle offre, 41,000 $. J'y ai réfléchi, et je n'ai pas rappelé Janet tout de suite. Ce soir-là, je suis monté dans ma voiture, et j'ai simplement conduit.
Je n'avais pas de destination en tête. J'avais juste besoin de bouger. J'ai atterri au Géries dîner. Je ne sais même pas pourquoi. Par habitude, peut-être. Je suis entré, et je me suis assis au comptoir. Ce même comptoir sous lequel je passais la serpillière, à 3 heures du matin. Ces mêmes tabourets que j'essuyais avec un nettoyant à l'eau de Javel, jusqu'à m'en gercer les mains. J'ai commandé un café. Ce même café brûlé et infect, que je buvais pendant mes pauses de 15 minutes, quand mes mains tremblaient tellement de fatigue que je pouvais à peine tenir la tasse. Le gérant de nuit m'a reconnu. Un gars nommé Pete. Il avait été là pendant les 4 années. Liam, c'est toi. Ouais. J'ai appris que tu avais eu ton diplôme. Félicitations, mec. Merci. Tu reviens prendre des gardes? J'ai secoué la tête. Non, j'ai fini. Je commence un nouveau travail lundi. Tant mieux pour toi, a dit Pete. Il le pensait vraiment. Tu l'as mérité, mec. Je n'ai jamais vu personne travailler aussi dur que toi. Je suis resté assis là pendant plus d'1 heure, à boire mon café, et à réfléchir. Le fast-food était presque vide. Juste moi, et quelques chauffeurs routiers dans la cabine du fond. Les néons bourdonnaient. Ce même bourdonnement que j'entendais, pendant que je passais la serpillière. Puis je suis rentré chez moi, et j'ai appelé Janet. Je prendrai 52, ai-je dit. 52? 41, plus les 11,2 cents du compte d'épargne. Je veux la totalité, pas $1 de moins. Ils ont pris chaque centime qui devait m'appartenir. Je veux récupérer chaque centime. Elle est restée silencieuse 1 seconde. Alors, je vais les appeler. Cela a pris 3 jours. L'avocat de mes parents a essayé de négocier à la baisse. Il a proposé 45, puis 48. Janet a tenu bon. C'est 52, ou on va au tribunal. À vous de voir. Ils ont accepté le mercredi. L'argent de l'accord est arrivé par virement bancaire, cet après-midi-là. J'étais assis dans mon appartement, quand mon téléphone a vibré pour m'annoncer la notification de la banque. J'ai ouvert l'application, et j'ai fixé le chiffre. 52,000 $, qui reposait là, sur mon compte. Je l'ai fixé pendant 5 bonnes minutes. Puis, je me suis connecté à mon compte de prêt étudiant. 4 années de dette, 23,000 $ accumulés sur 8 prêts différents, à des taux d'intérêt variables. Je faisais les paiements minimums depuis 1 an, en remboursant petit à petit, $50 par-ci par-là. J'ai tout remboursé, en totalité, jusqu'au dernier dollar. Cela m'a pris peut-être 15 minutes. J'ai cliqué sur chaque prêt, j'ai entré le montant à rembourser, et j'ai confirmé la transaction. Terminé. 4 années de dette, effacées. Je suis resté assis dans le silence de mon appartement. Le même appartement dans lequel je vivais depuis ma 3e année. Celui qui sentait encore légèrement le moisi, même si je l'avais récuré une 12aine de fois. J'ai regardé le bureau où j'étudiais à 4 heures du matin, avant mon premier cours. Le coin où j'empilais mes uniformes de travail, la fenêtre qui donnait sur un mur de briques. Puis, j'ai envoyé un SMS au professeur Albright. Juste 2 mots, c'est réglé. Il a répondu presque immédiatement, votre grand-mère serait heureuse. J'ai posé mon téléphone, je me suis levé, et j'ai marché jusqu'à mon réveil. Ce même réveil que j'avais depuis ma première année. Il était toujours réglé sur 6h45. 4 années de cette alarme. 4 années à sortir du lit en titubant dans le noir, à moitié mort après 3 heures de sommeil, à me forcer pour aller en cours. Je l'ai changé pour 7h30. Puis, j'ai commencé à faire mes cartons, pour de bon cette fois. J'ai sorti ma valise, celle-là même que j'avais apportée dans le bus Greyhound 4 ans plus tôt, et j'ai commencé à la remplir. Mais pas avec les mêmes affaires. Je n'ai rien pris du fast-food. Je n'ai pas emporté le tablier taché, ni les chaussures antidérapantes, ni les t-shirts qui empestaient la graisse, peu importe le nombre de fois où je les lavais. Je n'ai rien pris de la bibliothèque. Je n'ai rien pris qui sentait le moisi, les produits d'entretien, ou le désespoir. J'ai emballé des vêtements neufs. Des affaires que j'avais achetées après l'obtention de mon diplôme, avec mon premier vrai salaire de mon poste d'assistant de recherche, auprès du professeur Albright. Une veste,
2 chemises boutonnées, des jeans neufs qui m'allaient vraiment, des chaussures qui ne tombaient pas en morceaux. Le genre de choses qu'on porte quand on ne passe pas la serpillière à 3 heures du matin. Le genre de choses qu'on porte quand on a un vrai travail. Mon premier jour chez Ford & Levin commençait demain. J'ai fermé la valise, et j'ai jeté un dernier coup d'œil à l'appartement. Puis, j'ai éteint la lumière, et j'ai fermé la porte derrière moi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner, pour ne pas manquer la prochaine vidéo.